Et Kenneth Timmerman est l'auteur d'un best-seller, La maison iranienne, révolution, guerre, persécution et intrigue. Alors ma première question, Kenneth, sera la suivante. Le cessez-le-feu de 2 semaines, conclu difficilement entre Iran et États-Unis, n'est-il pas voué à l'échec, tant il avantage l'Iran qui contrôle, à ma connaissance, le passage du détroit d'Ormuz et poursuit son enrichissement de l'uranium? Oui, écoutez, Christian, d'abord, c'est un plaisir de vous voir ce soir. C'est plutôt une pause. Ça, c'est le vœu, c'est une pause. Ça dépend si ça devient vraiment une pause plus complète ou une paix. Ça dépend des Iraniens. Pour l'instant, pour les Américains, c'est le moment de remplir des stocks. C'est le repos des guerriers. N'oubliez pas que nous sommes toujours en train d'acheminer de plus en plus d'hommes et de matériel sur la région. Si les Iraniens ne négocient pas sérieusement, la guerre peut se reprendre et encore plus dure qu'avant. Alors, demain matin, il y a des négociations sous l'égide du Pakistan. Qu'est-ce que vous en attendez? Quelque chose de concret, de positif avec le régime pakistanais qui n'est certainement pas des plus fiables? Pas plus fiable. Et le ministre des Affaires pakistanais, il a menti, en fait, sur les 10 points iraniens. Il a mis une liste qui a été mise en avant par les Iraniens il y a 2 semaines ou 3 semaines, et pas la liste actuelle. Mais bon, c'est comme ça. On va envoyer J.D. Vance, le vice-président. C'est lui qui le plus amène à négocier. Si les Iraniens ne comprennent pas que J.D. Vance, c'est leur meilleure solution, leur meilleure perche, si vous voulez, ils sont vraiment fichus dans ces négociations. D'habitude, les Iraniens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tergiverser. Ils vont essayer de dévier la conversation. Ils vont essayer de mettre à plus tard. Ça ne marchera pas avec J.D. Vance. Il y a 3 choses qui ne sont pas négociables. Il faut absolument qu'ils soient d'accord avec. D'abord, ils ne peuvent plus enrichir l'uranium. Deuxièmement, il faut absolument qu'ils rendent les 460 kg d'uranium hautement enrichi. Et troisièmement, il faut qu'ils ouvrent véritablement le détroit d'Ormuz, pas avec des taxes, pas avec une escorte des gardiens de la Révolution. Et tous ces 3 points-là, ils ne sont pas négociables. Les Iraniens ne sont pas encore là. Donc ça peut, s'ils n'acceptent pas ces 3 points, pour vous, ça veut dire que la situation peut être encore plus explosive qu'elle ne l'a été jusqu'alors. Absolument. Jusqu'ici, les Iraniens, ils pratiquent le chantage, ce qu'ils ont fait depuis 47 ans. Il faut qu'ils arrêtent ça, il faut qu'ils se mettent à table. Sérieusement, ils n'ont pas encore fait. Visiblement, Donald Trump cherche une porte de sortie sans perdre la face. Et ce n'est pas évident face à un Iran qui est de plus en plus surarmé et je dirais aujourd'hui résistant. Christian, je dirais ça un peu différemment. Je dirais qu'il cherche une solution à un problème qui existe depuis 47 ans. Depuis 47 ans que ce régime terrorise le monde, terrorise son propre peuple, terrorise ses voisins. Et Donald Trump cherche une fin de ce régime de terrorisme. Il parle souvent d'un changement de régime. Il dit, bon voilà, le régime a changé parce que l'ayatollah Khamenei a été tué. Bon, pour moi, ce n'est pas un changement de régime, mais il y a différents hommes du même système qui contrôlent le système. Il faut voir s'ils sont amènes à changer leur comportement. Moi, je doute fort. Mais Trump ne cherche pas une porte de sortie. Croyez-moi, il est très sérieux, il cherche une solution. Est-ce que vous avez une idée de qui pourrait succéder à Khamenei, même à son fils, dont on dit qu'il est dans le coma, qu'il est très, très gravement blessé? Oui, on ne sait pas. Alors, est-ce que Mojtaba, il est vivant, il n'est pas? On entend tout et son contraire maintenant de l'intérieur de l'Iran. Et d'une certaine manière, ça n'a pas d'importance. Si Mojtaba reste officiellement le guide suprême, mais ne se présente pas, ne se montre pas, ça veut dire c'est la fin du Velayat des Fahi. Et ça, c'est la fin du régime. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Sans le Fahi, le guide, il n'y a pas de régime islamique en Iran. Donc, moi, je suis très content de voir Mojtaba proclamer le guide suprême et qu'on ne le voit pas. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ayatollah. Alors, dans le contexte actuel que nous sommes en train d'aborder, vous et moi,
est-ce que l'Iran ne demeure pas malgré tout une menace pour Israël dont il veut toujours la destruction? C'est son obsession. C'est l'obsession des mollahs, c'est un peu moins l'obsession des gardiens de la révolution, certains-uns. Les généraux, oui, ils veulent détruire Israël, ils chantent tout le temps mort aux États-Unis, mort à Israël. Mais, Christian, il y a une différence entre leur désir, si vous voulez, et les capacités. Sinon, plus la capacité de lancer des missiles ou des drones, à ce moment-là, ils sont plus une menace. Autrement, il y a l'autre problème, c'est le Liban. Et le Liban, les Houthis, Hamas. Un des objectifs de Trump a été de couper le bras long de l'Iran, si vous voulez, de couper l'acheminement des armes à ces groupes terroristes à travers le monde. On ne sait pas encore si c'est réussi. Moi, je doute fort. Je crois qu'il y a encore du travail à faire militairement. Hein. Mais ça, c'était un des buts du président Trump, d'arrêter le terrorisme par le Hamas, par le Hezbollah, par les Houthis. Mais est-ce que justement, le jeu insidieux de l'Iran peut... Non, je disais, est-ce que c'est pas l'Iran qui est en train de faire payer le prix fort au sud Liban, au milieu des combats entre Israël et le Hezbollah? L'Iran est quand même toujours présent en sous-main. Ben oui, et comme ils ont fait avec le Hamas, les Iraniens, ils sont prêts à combattre Israël jusqu'à la vie du dernier Palestinien, et ils sont prêts à combattre Israël jusqu'à la vie du dernier Libanais. C'est toujours comme ça. Moi, je suis très heureusement surpris, je dirais, de voir la réaction du président Aoun au Liban et la façon qu'il a rejeté le Hamas, le Hezbollah. Aussi l'attitude du Premier ministre qui a rejeté le Hezbollah. Je pense que leurs jours sont comptés et je pense qu'ils ne seront plus une menace comme ils étaient auparavant. Dans le contexte actuel, l'Iran, quand même, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ne demeure-t-il pas une menace pour Israël avec cette obsession majeure qui est la destruction de l'État hébreu? Ça va empoisonner le monde pendant des années déjà. Ça fait 47 ans dont vous parlez à l'instant, mais ça risque de se prolonger ultérieurement. Ça dépend de cette guerre. Et moi, je pense que le cessez-le-feu ne va pas durer. Je pense que les Iraniens ne vont pas négocier sérieusement. Je pense que Trump va reprendre la guerre. Il va le reprendre encore plus fort, comme il a dit récemment sur Truth Social. Et ça va briser complètement les gardiens de la révolution. Ça va briser la révolution islamique iranienne. Ce serait le temps du peuple iranien de prendre le pouvoir. Mais pour l'instant, ni l'armée, ni les gardiens de la révolution n'ont obtempéré, si je puis dire, et n'ont répondu positivement aux appels à la désertion. On n'en a pas vu beaucoup. On a vu un peu, surtout au sein de l'armée. On a vu au sein des gardiens de la révolution qui manquent d'hommes. C'est-à-dire, ils ont fait appel récemment à des enfants de 12 ans de se joindre au rang des gardiens de la révolution. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? 12 ans? Et ils ont un manque d'hommes. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, Christian, qu'on ne sait pas encore. Il y a beaucoup de nuages de guerre. Il va falloir du temps pour que ces nuages se dispersent, pour qu'on voit plus clairement. Alors, Kenneth, comment voyez-vous l'avenir du Moyen-Orient? Le jeu insidieux de l'Iran peut-il, à un moment ou à un autre, retourner contre lui les pays du Golfe en faveur d'Israël et des États-Unis? Oui. Il y a une chose que moi j'ai trouvé un peu difficile à comprendre dès le départ. Alors pourquoi l'Iran, qui a en fait pratiqué du chantage vis-à-vis des Émirats, vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, vis-à-vis du Qatar et des autres pendant des années, et puis tout d'un coup, il se retourne contre eux. C'est comme s'ils voulaient brûler la maison de l'oncle riche qui allait assurer leur avenir. C'était complètement stupide. Ils ont lancé plus de missiles contre les Émirats que contre Israël. Presque 2 fois le nombre de missiles et de drones. Et les Émirats, les premiers jours de la guerre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Iraniens, ils ont 350 milliards de dollars dans nos banques et dans les biens immobiliers chez nous. On va geler tout ça s'ils continuent.
Ils n'ont pas encore fait, mais ça, c'est quand même un problème pour les Iraniens dans le futur. Ils ont aliéné tous les pays du Golfe et les Émirats ont déclaré cette semaine que dorénavant, ils ont déclaré les États-Unis sont notre meilleur allié stratégique de tous les pays, même les autres pays arabes. Les États-Unis sont notre allié stratégique. Ça, c'est que l'Iran qui aurait pu accomplir cela. Cette guerre n'aura-t-elle pas été non plus le signal du divorce inquiétant entre l'OTAN et les États-Unis? Oui. Écoute, ça, évidemment, le président Trump, il a dit l'OTAN, c'est un tigre en papier. Il n'a pas tort. Nous, on s'est connus il y a 30 ans en France, Christian. J'étais correspondant de défense. Je connaissais une armée française qui n'existe plus maintenant. La France a 2 divisions, c'est tout. Il n'y a pas de navires des pays de l'OTAN. En 88, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, ils ont envoyé des navires pour balayer des mines dans le Golfe Persique. Aujourd'hui, ils n'ont plus, ils ne peuvent pas. L'OTAN est un tigre en papier et Trump ne veut pas que les États-Unis soient amenés dans une guerre en Europe, c'est-à-dire en Ukraine, qui n'est pas le nôtre. Alors vous avez dit, Européens, vous ne voulez pas être amenés dans une guerre en Iran qui n'est pas le vôtre. Trump n'a demandé qu'une chose à l'OTAN. Laissez-nous utiliser nos bases à nous en territoire européen, que ce soit en Angleterre ou ailleurs, en Espagne, et laissez-nous survoler le territoire européen. Tous les dirigeants européens ont dit non. Alors ça, c'est un peu la fin du mariage. C'est sur cette note négative que vous venez de soulever à juste titre, Kenneth Timmerman, que je tiens à vous remercier. Merci de votre participation à l'invité de Christian Ballard. Merci à notre réalisateur Alain Sopp et au plaisir de vous revoir, Kenneth. Merci Christian, c'était un plaisir.